Je travaille autour de ce que j'appelle des documentaires sensibles ou des documentaires d'anticipation via le médium de la photographie. Donc, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à ce que j'appelle des réalités cachées, des métamorphoses, des phénomènes naturels. Et donc, l'idée, c'est vraiment de traiter des problématiques qui sont invisibles, voire invisibilisées. Donc, je vais en parler après, avec le dernier sujet que j'ai traité qui parlait justement des algues toxiques en Bretagne. Mais donc, de manière plus générale, je dirais que je m'intéresse aux actions néfastes de l'être humain sur la nature et donc par rapport à un environnement qui est un environnement en constante mutation. Et donc, à travers ce documentaire d'anticipation, je crée ce que j'appelle en fait ma vision du réel à travers une vision d'un futur proche. Donc, comment rester dans l'approche d'un documentaire en invoquant l'idée d'un futur qui n'est pas si lointain. Ensuite, dans la manière dont je vais réaliser mes images, donc il y a toujours quelque chose de l'ordre d'un futur assez proche, d'un onirisme, dans l'esthétique, et aussi peut-être de l'ordre d'une beauté malade. Parfois, mes images se situent entre utopie et dystopie et peuvent aussi avoir un lien assez proche avec la science-fiction. Et donc, la manière dont je réalise mes images, c'est qu'en fait, je vais ramasser des déchets sur les territoires que j'investis qui vont en fait devenir des filtres photographiques. Donc, c'est-à-dire que j'ai été extrêmement choquée par la pollution qui prenait place sur à peu près tous les lieux que j'investissais par le médium de la photographie. Et donc, je ramassais ces déchets, je les glanais. Et voilà, je les utilise de manière très simple comme filtre. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de regarder à travers le prisme de la pollution, d'encore une fois d'une autre couche de pollution, pour montrer aujourd'hui le monde abîmé dans lequel on est. Et parfois, justement, en ayant un regard assez désanthropocentré, en se plaçant peut-être un peu plus du côté du vivant, eh bien, on peut avoir des espoirs de résilience. Alors, pas forcément du côté de l'être humain, mais justement de résilience de la nature, de certains organismes. Et donc, je fais le lien avec mon dernier projet qui s'intitule Algues maudites A Sea of Tears, qui est un projet que j'ai réalisé dans le cadre de la résidence 1+2, qui est une résidence donc photo et sciences qui permet à des photographes comme moi de collaborer avec un laboratoire du CNRS, donc laboratoire scientifique. Et donc, dans cette série, j'ai travaillé sur les algues toxiques en Bretagne, qui sont toxiques à cause du réchauffement climatique et par les déchets de l'agriculture intensive, et qui vont produire un gaz qui s'appelle le gaz H2S, qui est un gaz complètement toxique et mortel pour n'importe quel vivant qui va marcher sur une plage, qui va marcher sur une algue échouée sur les plages et respirer ce gaz qui est donc complètement nocif. Donc l'idée, tout d'abord, c'était d'aller sur le terrain avec les militants, de comprendre la problématique, d'analyser, d'observer et surtout d'opérer une sorte de transformation et de traduction entre les propos des militants et un travail esthétique de photographie. Donc, par exemple, j'ai rencontré Yves-Marie Lelay de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre, qui est aussi philosophe et donc avait des mots extrêmement précis, pointus et presque poétiques sur des situations graves. Donc, par exemple, il pouvait émettre les mots de plage stérile. Derrière le vert, il y a le noir, en parlant des algues, de la couche d'algues sous laquelle se cache du noir, puisqu'en fait, les algues rentrent dans une dynamique de putréfaction, donc de pourriture. Donc, le sable devient noir charbon sur certaines plages de Bretagne Nord. Les marées vertes sont les nouvelles marées noires. Voilà, et donc plein de phrases comme ça qui m'ont aidé en fait à traduire cette catastrophe et cet effondrement de la biodiversité par le médium de la photographie. Donc ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, je suis allée donc à Toulouse, au CNRS, dans l'idée justement d'observer les milieux anoxiques, donc les milieux sans oxygène, sous les algues, dont on entend très peu parler. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les scientifiques qu'il y avait une forme de résilience qui s'opérait. Donc on a en fait reproduit
les conditions de marée verte en Bretagne dans des aquariums pour pouvoir les observer au CNRS. Et tous les organismes qu'on a pu observer sont des escargots, des planaires, des vers, en tout cas des organismes qu'on connaît déjà. Et à travers un film, je viens les montrer d'une manière assez science-fictionnelle, comme si il s'agissait des nouveaux organismes un peu extraterrestres, alors qu'en fait, pas du tout. Ce sont des organismes qui nous entourent. Donc l'idée, c'est de venir aussi questionner à travers cette esthétique de l'étrange, encore une fois, de la beauté malade, pour justement alerter, interpeller sur des problématiques qu'on croit connaître. La Bretagne, c'est aussi une région qui est connue pour la beauté de ses côtes. Je n'enlève pas ça à la Bretagne, mais voilà, il faut aussi qu'on parle des sujets qui sont sur la table depuis des années. La problématique de l'agriculture productiviste et intensive, qui vient du remembrement dans les années 60, voilà, ça dure depuis maintenant un moment. Et il y a peu d'actions qui sont faites pour que ça change. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de pouvoir en parler à travers un médium artistique et puis d'utiliser des données scientifiques qui sont pour moi très importantes de vulgariser pour permettre en fait aux spectateuristes de connaître ces études. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans le langage scientifique qui est pour moi presque de l'ordre de l'impénétrable et qu'il faut traduire aussi. Donc je dirais que voilà, il y a plusieurs traductions dans ce travail. Tu parles du fait que ici, ça a pu, je ne sais pas si tu as été initié ou si tu as continué ça par cette résidence, mais donc, toi, tu as étudié à la Cambre, tu as fait photo, donc le bachelier puis le master là-bas, c'est ça? Est-ce que tu avais déjà développé ça à ce point-là dans, dès le, dès ta formation académique ou c'est ensuite parce que tu as trouvé ce type de résidence que ça a pu être développé plus dans ce sens-là? Comment est-ce que ça s'est initié en fait pour toi? Alors c'est vrai que lorsque j'étais à la Cambre, j'avais vraiment envie de créer des univers science-fictionnels, futuristes. J'étais vraiment attirée par l'anticipation de manière générale, mais je créais mes données scientifiques en fait. Je créais mes recherches. Alors, je me documentais, mais c'était très léger par rapport aux documentations que j'utilise aujourd'hui. Peut-être aussi parce que voilà, c'est pas forcément facile de se documenter toute seule sur un sujet qu'on connaît pas. C'est vrai qu'à la Cambre, on m'a plus poussé à développer des univers esthétiques et conceptuels, mais pas forcément à aller vers le côté scientifique. Mais j'ai quand même commencé à avoir un certain attrait pour la science à ce moment-là. Ensuite, je suis sortie de l'école. J'ai continué de réaliser des séries. Et là, j'ai commencé à initier, mais par moi-même, des collaborations avec des botanistes qui avaient voilà, quand même un attrait pour la science, avec des personnes qui étaient proches du milieu de la science. Sauf qu'à chaque fois, c'était pour des questions budgétaires et de temps, des collaborations de une ou deux journées. Voilà, mais ça suffisait. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui produit assez rapidement, donc ça a suffi. Et c'est comme ça que j'ai pu produire mes séries qui m'ont permis de postuler à la résidence 1+2. Parce qu'en fait, le souci, c'est que voilà, il faut déjà mon attrait pour les sciences sans avoir jamais eu la chance de le faire concrètement. Donc oui, la résidence 1+2, c'était en fin 2022. C'est vraiment la première fois que j'ai pu travailler avec un laboratoire. Et c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles dans le domaine de la science. Maintenant, j'ai une sorte de légitimité parce que j'ai travaillé avec tel ou tel laboratoire. Voilà, après, ça s'est quand même fait en crescendo, petit à petit, dans mon parcours. Je suis aussi passée par l'ECAL rapidement, qui est une école en Suisse. Voilà, où là, je dirais qu'il n'y a pas forcément un attrait pour la science, mais en tout cas, dans l'esthétique de cette école, voilà, il y a un attrait pour l'anticipation très fort et le futurisme. Et donc, voilà, je dirais que ça a été un parcours aussi assez naturel avec les personnes que j'ai rencontrées, qui aussi étaient sur mon chemin et qui m'ont mené à ça. D'accord. Et la dimension écologique, elle était aussi déjà présente dans ton travail à l'école ou pas? Parce que si on questionne le champ artistique un peu défini de manière un peu peut-être stricte, mais par rapport à son autonomie, est-ce que tu injectais déjà une visée comme ça écologique ou pas? Ou encore une fois, c'est venu peut-être en même temps, en parallèle avec
l'approche scientifique qui s'est développée de manière concomitante? Oui, alors l'approche écologique, elle est là depuis le début. Elle était là avant l'approche scientifique. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est plutôt ça qui m'a porté. Voilà, créer des mondes dystopiques, utopiques, où on est soit dans une ultra-catastrophe d'une destruction par l'être humain, qui est poussé à l'extrême par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, soit au contraire dans un monde rêvé, dans des mondes rêvés. Voilà, mais très tôt, j'ai trouvé ce truc un peu d'utilisation des déchets sur les plages quand j'étais encore à l'école. Donc, si, l'écologie, c'est un propos qui est venu quand même assez rapidement. Et puis voilà, aussi, je pense que quand on est artiste et photographe, eh bien, on utilise aussi ce qui nous intéresse dans notre vie personnelle pour créer. Donc moi, l'écologie, ça a toujours été un peu ma ligne directrice. D'accord. Oui, et on voit notamment dans la bio sur ton site que ça se place un peu au carrefour aussi entre ta vie sociale active, vraiment dans le champ culturel aussi, et ton rapport au champ naturel. Alors, et donc l'écologie vient un peu comme point de trait d'union dans un sens. Tout à fait. Et maintenant, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, la science vient appuyer l'écologie par des données et donner aussi une sorte de légitimité à certains propos. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse aussi d'utiliser la science. Et tu parlais de rencontres clés, justement. Est-ce qu'il y a des personnes ou des instituts ou même des résidences, je sais pas, mais est-ce que pour toi, si je te disais, y a-t-il eu des rencontres clés dans ton parcours, à qui ou à quoi penserais-tu en premier? Alors, je pense à 3 ou 4 rencontres clés. Donc, la première, bah, c'est l'école, hein. Donc, moi, je dirais, c'est un homme, c'est Hervé Charles, c'est le directeur de la section photographie. Voilà, qui m'a fait confiance très tôt quand je suis arrivée à la Cambre. Je suis arrivée assez jeune, à 18 ans. Donc, je pense que je ne savais pas encore où j'allais, ce que je voulais, pourquoi j'étais là. Et c'est vrai que, voilà, je pense que quand on commence des études d'art, la chose qui est la plus difficile, c'est de croire en ce qu'on fait, puisque c'est le début. Et voilà, je dirais que Hervé Charles, il m'a vraiment aidé. Il a tout de suite compris le chemin que je voulais prendre dans ma sensibilité artistique. Et donc, voilà, moi, je me suis sentie très soutenue par lui. Et puis, c'est vrai que dans le cadre de l'école, lors de mon jury de Master 2, on a en fait été diplômés à Angard, qui est un centre d'art à Bruxelles. Et après ce diplôme, moi, j'ai continué en fait à montrer mes nouvelles séries à Delphine Dumont, qui est la directrice. Et donc, j'ai été extrêmement, et je le suis encore, extrêmement épaulée par Delphine Dumont et toute son équipe. Ils m'ont suivi en fait, et donc maintenant, ils m'ont suivi même avant le Master 2, donc je crois que j'étais en 3e année. Donc maintenant, ça doit faire 7 ans à peu près. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est extrêmement rare d'être suivi par un centre d'art alors qu'on n'est même pas sorti de l'école. Donc, je me suis sentie extrêmement épaulée aussi, soutenue par une équipe de femmes. À l'époque, elles étaient 4 femmes dans le bureau. Et voilà, ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui mettait aussi beaucoup en confiance, qui m'ont beaucoup aidée. Et elles ont cru en mon travail et elles m'ont vraiment aidée à continuer de produire et voilà, à continuer de faire des choses parce que je pense que quand on sort de l'école, c'est ça qui est compliqué, c'est continuer de créer parce qu'on a un diplôme en poche, on fait des concours, on tente des choses, ça marche pas forcément. Et donc, à un moment, voilà, il faut continuer et croire en soi. Et voilà, et aujourd'hui, Delphine Dumont a décidé de créer la galerie Hangar, qui sera donc officiellement ouverte vers mars 2024. Et donc, je fais partie des artistes qui feront partie de cette galerie. Donc, on continue la collaboration d'une autre manière. Et je dirais qu'on découvre aussi et qu'on évolue dans le milieu de l'art en parallèle. Donc, c'est une collaboration pour moi qui est très intéressante, qui est porteuse et voilà, qui est maintenant, on se connaît très bien et c'est très agréable d'avoir ce genre de collaboration et c'est essentiel. Et la dernière personne, ou en tout cas cadre, l'institution, bah, c'est vrai que c'est la résidence 1+2, dont le directeur est Philippe Bioni. Alors, c'est aussi un homme, mais c'est vrai que voilà, la résidence 1+2, comme je le disais, ça m'a donné la possibilité pour la première fois de travailler avec des scientifiques et d'explorer ce monde-là. Donc, c'est pareil, c'est
une opportunité incroyable dans la création pour le coup. Et puis, j'ai aussi fait partie d'un réseau qui s'appelle Futures, qui est un réseau international de photographes. Donc, il y a à peu près 5-6 photographes qui sont sélectionnés par pays dans à peu près toute l'Europe et qui vont faire partie de ce réseau Futures. Et donc, j'ai été sélectionnée par la Belgique, par le Fotomuseum Antwerpen, dans le programme du TIFF. Et c'est vrai que du coup, toute l'année dernière, s'en est suivi une série d'expositions dans toute l'Europe qui, voilà, qui m'ont permis de rencontrer des personnes du monde entier, de parler d'écologie, de participer à des panels sur l'intelligence artificielle aussi, sur la géo-ingénierie, sur plein de sujets qui me passionnent. Et donc ça, pour moi, ça fait partie de ma construction en tant qu'artiste. C'est-à-dire que il faut un moment s'ouvrir au monde et voir ce qui se passe ailleurs, ce que les autres pensent, comment ils font, comment ils créent, comment ça se passe dans les institutions. Donc ça, c'est une grande ouverture aussi. Mais si je te pose la question du féminin pour toi, dans ton parcours, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je pense que quand j'étais à l'école, à la Cambre, on était 70% de femmes. Donc, j'avais pas vraiment de comparaison directe, en tout cas avec des collègues hommes. Donc, je me suis très bien sentie et c'était très agréable d'être entourée de beaucoup de femmes pendant mes études. Après, par contre, j'ai fait un petit passage à l'école, comme je le disais, et là, c'était très différent. Donc là, j'ai vraiment senti que mes collègues de classe hommes n'étaient pas traités de la même manière. Donc, c'est vrai que c'était assez étrange. Voilà, après, je pense que l'école, c'est une école aussi particulière qui a des très bons côtés et des mauvais côtés. Donc, c'est ce que j'ai ressenti là-bas. Et puis, c'est vrai que peut-être dans le milieu du marché de l'art, quand on regarde juste tout simplement le prisme des artistes qui marchent, on peut voir tout simplement qu'il y a énormément d'hommes dans les expositions, d'artistes émergents, émergentes aussi. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté de manière directe. Évidemment que ça se sent. La photographie, le milieu de l'art est un milieu patriarcal. Donc oui, ça se sent. Après, je ressens aussi beaucoup de nouveaux programmes qui sont mis en place pour les femmes photographes émergentes. Il y a les filles de la photo, notamment, dont j'ai été finaliste et avec qui j'expose en ce moment dans le cadre de la Biennale Photoclimat à la MAC de Créteil. Voilà, les filles de la photo, c'est un groupe de photographes, enfin non, justement, pas de photographes, d'actrices du milieu de la photo en France qui ont pour but de mettre en avant des artistes femmes émergentes et de les aider dans leur carrière, du fait qu'elles soient des femmes notamment. Voilà, voilà, je fais attention aussi. Il y a beaucoup de nouvelles expositions, nouveaux salons émergents qui se mettent en place en photo. Et maintenant, la parité, c'est une condition. Donc, donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Ça change doucement. Il faudrait que ça change plus rapidement et de manière plus radicale. Mais je dois reconnaître que dans le milieu de la photographie, ces changements s'opèrent peut-être plus rapidement que dans d'autres milieux médiums artistiques. Je me demandais, parce que maintenant, c'est vrai que ça fait de nombreuses années que tu es sortie de l'école et que tu as vraiment installé ta carrière en tant que photographe. Je me demandais si tu avais trois conseils pour débutantes, quelqu'un qui ne serait même pas encore entré dans le supérieur ou qui rêverait de se lancer dans une carrière artistique. Quels seraient trois conseils que tu pourrais lui donner? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire, c'est de créer. Parce que, voilà, moi, je suis aussi prof de photo et j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui ont beaucoup d'idées absolument géniales, mais on ne les voit pas, qui ne créent pas. Et donc, pour moi, être artiste, c'est concret juste à partir du moment où on fait les choses. Même si c'est pas comme on l'imaginait au début, même si on a l'impression que c'est raté, déjà, c'est jamais raté, c'est des étapes de recherche et ça devient concret quand on fait. Donc voilà, moi, je dirais à toutes les personnes qui ont envie d'être des créateurs ou des créatrices, de vraiment commencer à mettre la main à la pâte et de se lancer, même avec très peu de budget, même avec zéro budget, d'être dans des dynamiques aussi de recyclage, de réemploi, de contacter les gens aussi. Instagram est un très bon réseau pour ça.
Moi, maintenant, j'ai beaucoup de jeunes artistes ou d'ailleurs de gens qui sont juste intéressés par la création qui me contactent pour qu'on se rencontre, pour aller boire des cafés. Et alors, bon, je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye de le faire au mieux. Et c'est vrai que bah, on a la chance d'avoir Instagram pour ça, pouvoir contacter tous les artistes qu'on aime. Donc, je pense que c'est un réseau qu'on peut utiliser à des fins bénéfiques, en tout cas pour cela, et qu'il faut pas, il faut vraiment oser poser des questions, aller vers les gens. On est dans un monde où les réseaux sociaux sont très présents, donc c'est facile d'être derrière son écran. Mais voilà, je dirais qu'il faut aussi passer à l'étape supérieure et savoir mettre de côté peut-être sa timidité dans les débuts et aller rencontrer les personnes en vrai et pas que derrière un écran. Aller au vernissage qui nous intéresse, voilà, pour vraiment rencontrer et je dirais aussi identifier quel type d'artiste, quel référent, référente va nous inspirer, nous plaire, quelles institutions, quels musées, quelles galeries, quels espaces artistiques vont m'inspirer et aller voir ce qui se passe là-bas, parler avec les gens, communiquer. Et au début, peut-être juste regarder, mais déjà regarder, c'est vraiment s'enrichir. Donc voilà, je dirais s'enrichir aussi des choses qui nous plaisent. Et puis après, ne pas hésiter, donc là c'est peut-être plus dans le cas de personnes qui ont fait des écoles d'art ou pas, à postuler à des concours. Parce que c'est comme ça, même si on ne gagne pas ces concours, parce qu'ils sont très difficiles à gagner pour la plupart, c'est comme ça que des personnes vont découvrir votre travail. Et dans 3 ans, ils se diront, ah bah oui, cette personne avait tenté ce concours il y a 3 ans, je m'en souviens, le travail a beaucoup évolué. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement décevant parce qu'au début, on tente beaucoup de concours et on n'en gagne pratiquement pas. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras. Je dirais vraiment continuer de croire en soi. Et de tous les artistes, photographes que je connais, tous ceux qui croient en eux et qui n'ont jamais baissé les bras ont fini par atteindre certains de leurs buts. Donc voilà, ne pas se laisser décourager par des gens qui jugent le travail. Parfois, il y a aussi quelque chose de très patriarcal là-dedans, dans le fait d'avoir des hommes avec beaucoup plus d'expérience qui vont juger, se permettre de juger, d'émettre des avis, de peut-être briser des carrières et des envies. Voilà, ça, il faut essayer de l'écouter le moins possible, même si la critique peut être complètement constructive, il faut qu'elle le soit. Mais voilà, la critique non constructive existe aussi. J'aurais voulu revenir avec toi sur le rapport justement entre art et sciences et ta collaboration donc avec le champ scientifique. Si tu pouvais nous parler un peu plus de ces rencontres en fait et de ton vécu dans les labos et la façon après dont tu t'empares de ces recherches et dont tu les réinjectes dans ta création, ou plutôt comment tout ça mûrit en toi. Et voilà, je serais curieuse d'entendre ton retour d'expérience en fait sur ces rencontres et les dialogues entre deux champs qui, même si pour l'instant c'est très fort dans l'air du temps, mais historiquement, n'ont pas toujours fait bon ménage. Donc voilà, comment as-tu vécu ça, toi? Alors au début, en fait, j'ai commencé, donc j'ai été lauréate de la résidence 1+2, et puis je devais contacter des scientifiques en leur proposant mon projet, qui était un projet en fait de réadaptation du milieu des marées vertes dans des aquariums et donc plutôt de reproduction. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut apparaître comme scientifique, mais qui est quand même de l'ordre de l'expérimentation. J'ai aussi fait pousser des algues toxiques sur des tirages au laboratoire. Donc c'est quelque chose d'assez expérimental et peut-être un peu inhabituel. Et donc très vite, j'ai été mise en contact avec plusieurs scientifiques de différents champs, de différents domaines. Et donc l'idée, c'était de voir s'ils aimaient ou pas le projet et s'ils ils se sentaient proches du projet. Donc il y a des scientifiques avec qui ça n'a pas fonctionné, clairement, qui ne comprenaient pas du tout le lien que je pouvais faire avec l'artistique, avec un univers imaginaire et l'intérêt scientifique, en fait, hein, même l'intérêt tout court. Voilà, donc bon, bah, on passe à autre chose dans ces cas-là. Et voilà, j'ai eu une rencontre, Frédéric Azémar. Je ne l'ai pas dit dans les rencontres tout à l'heure, mais c'est une rencontre importante. Pour moi, elle englobait aussi le champ de la résidence 1+2.
Donc Frédéric Azémar, c'est un scientifique qui travaille au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement à Toulouse, qui a une vision très ouverte de la science et qui est lui-même aussi artiste photographe. Et donc, c'est vrai qu'on a pu partager, évidemment, de manière plus évidente, la connexion entre l'art et les sciences. Je n'ai jamais étudié les sciences et donc, il a fait un gros travail de vulgarisation scientifique dans un premier temps avec moi, juste tout simplement pour que je comprenne quelque chose. Parce que je suis quand même arrivée dans un domaine de sciences voilà, qui était assez impénétrable en termes du langage. Et donc, il a fallu voilà, prendre beaucoup de notes. J'enregistrais toutes les conversations que j'avais et j'avais des personnes qui m'aidaient de la résidence 1+2 à retranscrire tout ça. Donc, le premier travail, voilà, c'était vraiment de comprendre toutes les informations, de les digérer, de les simplifier, de vérifier qu'elles sont encore justes, et puis après seulement de commencer à créer. Donc je dirais que voilà, ça s'est un petit peu fait comme ça, et très vite, très vite, très vite, Frédéric Azémar c'est vraiment prêté au jeu de cet esthétisme, de ces changements d'univers, d'imaginaire, aussi avec Joséphine Leflève qui m'a permis de faire pousser des algues sur des tirages, ce qui n'était pas gagné non plus. Voilà, et maintenant je peux continuer ça avec d'autres scientifiques hors de la résidence 1+2. Ah, donc tu as gardé des contacts où ça a trouvé place ailleurs? Ah oui, ok, d'accord. Et vous échangez encore régulièrement ou pas? Oui, oui, tout Ok. à fait. Là, j'échange en ce moment avec 4 ou 5 scientifiques de laboratoires différents sur des recherches différentes. Mais voilà, c'est vrai que le fait d'être allée au CNRS Occitanie-Ouest, ça m'a permis en fait de rencontrer un peu tout le laboratoire. Et comme ce sont des recherches qui m'intéressent énormément, là, je travaille avec d'autres scientifiques de même laboratoire sur d'autres recherches. Donc oui, j'ai l'impression qu'on tire un fil et puis en fait, quand on commence à ouvrir le champ des possibles dans la science, on a tellement de recherches intéressantes qui s'ouvrent à nous que voilà, moi j'ai juste envie de tout digérer et de le transformer par le médium de la photographie et par un certain imaginaire. Et quel est le rapport, quelle est la place de l'écologie là-dedans? Comment, par exemple, les scientifiques, est-ce qu'ils ont une posture comme ça ou au contraire, c'est une posture un peu détachée? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, quand j'étais en Bretagne, j'ai travaillé avec un centre scientifique, pas du fait de la résidence 1+2, juste parce que voilà, la résidence 1+2, la collaboration, c'était au CNRS de Toulouse. Et moi, j'ai quand même voulu travailler avec des scientifiques bretons parce que le sujet parlait de la Bretagne. Et très vite, je me suis retrouvée en fait heurtée à l'omerta générale sur la question des algues vertes. Donc, les scientifiques qui m'ont reçue étaient absolument ouverts et gentils, sauf que quand ils ont compris que mon propos était assez engagé et que j'avais un avis sur la question des algues vertes, voilà, on a dû arrêter de travailler ensemble parce que, en tant que scientifique, ils ne pouvaient pas porter la voix que je porte avec le projet Algues Maudites Sea of Tears. Et il n'y avait rien de méchant là-dedans ou de malveillant, juste leur voix scientifique, avec les financements que leur laboratoire avait, ne leur permettait pas d'avoir une autre position que la position neutre d'un ou d'une scientifique. Et c'est ce qu'ils m'ont expliqué, donc on a arrêté la collaboration. À ce moment-là, j'ai dû ne publier aucune image que j'avais faite avec eux. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'au CNRS, de Toulouse, j'ai eu certaines discussions là-dessus avec des scientifiques. Donc, par exemple, des scientifiques qui travaillaient au CNRS, mais qui étaient indépendants et donc qui travaillaient parfois dans le privé, menaient quelques enquêtes pour Total. Voilà, je leur ai posé la question. Comment on est écologiste et on travaille pour Total en même temps? Donc, voilà, c'est vrai que la plupart m'ont répondu qu'en effet, ils avaient leurs convictions personnelles mais que le scientifique se doit d'être neutre. Et ça, j'en ai aussi beaucoup parlé avec Frédéric Azémar, donc lui travaillant pleinement au CNRS, étant écologiquement engagé en tant que personne, voilà, comment aussi tout simplement ne pas être dans une forme d'éco-anxiété permanente quand on voit et quand on connaît et quand on fait nous-mêmes les rapports en tant que scientifique.
Mais bon, j'imagine que moi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et que eux sont plus habitués à devoir remettre des rapports sur des études. Et en fait, ce que Frédéric Azemar me disait, c'est que voilà, eux, ils font les rapports pour alerter au maximum, mais la décision ne vient pas d'eux. Donc, le gouvernement, toutes les personnes qui sont au-dessus ont ces informations et c'est là que les décisions sont. Donc, voilà, scientifique, je dirais que c'est un très beau métier, mais difficile de prendre des décisions. La politique se fait dans les labos, disait Bruno Latour. Ben, voilà, Exactement. Mm. intéressant. Et donc, forcément, toi, vu ta première expérience, tu as dû poser cette question, hein. Je veux dire, chaque chaud des crins à l'eau froide, tu as dû vite venir avec ces questionnements dans cette deuxième collaboration. Et eux te l'ont expliqué de manière assez... enfin, ça a pu être abordé de manière assez honnête, apparemment. Et ensuite, toi, quand tu réintègres ça dans ta pratique artistique, est-ce que, parce qu'on retombe aussi sur cette question, par exemple, quand tu parlais dans ta formation à la Cambre, où il y avait aussi la spécificité du champ artistique avec tous ces questionnements, on va dire, strictement esthétiques. Donc, encore une fois, toi, est-ce que dans ton travail photographique, en tant qu'artiste, en dialogue serré avec le monde scientifique et ayant reçu une espèce de formation accélérée, est-ce que toi, maintenant, tu, tu, tu intègres ça comme faisant partie de ta pratique et tu considères que ta pratique photographique a une dimension quasiment d'activisme ou pas, ou ça se fait de manière peut-être plus fine que ça par cette notion d'anticipation ou de science-fiction? Je ne sais pas comment, est-ce que tu considères, toi, que vraiment tu as une posture engagée ou une posture engagée allant de soi en tant qu'artiste ou pas? Oui, alors ce que je dis souvent, c'est que je considère mon travail comme... donc je considère que je suis artiste, photographe engagée et Mhm. pas photographe militante. Donc D'accord. pour moi, la différence, c'est que une photographie militante va plutôt être une photographie de témoignage, de véracité sur des situations. Et ce qui est très bien, c'est aussi le médium de la photographie sert aussi ce genre de propos. Mais moi, je considère que mon travail est plutôt de l'ordre d'engager par le fait de donner une vision artistique sur une problématique donnée. Et je pense que voilà, la vision artistique est très importante puisque c'est cette vision qui va permettre, à mon sens, de créer chez les spectateurs et les spectatrices de l'empathie et donc d'alerter d'une manière différente de celle du documentaire peut-être un peu plus frontal, un peu plus trash. Euh, voilà, je montre dans une des expositions, enfin, dans ce sujet, des animaux, des cadavres d'animaux morts, donc de sangliers morts. Bon, les images sont trash. Donc, c'est vrai que moi, j'opère une sorte de transformation de l'image avec ces algues qui viennent pousser sur ces tirages. Et donc, l'image apparaît comme une sorte de deuxième paysage avec cette toxicité invisible qui devient visible par la matière photographique. Et donc, à mon sens, c'est une manière de créer de l'empathie et de s'investir des questionnements essentiels de la préservation des écosystèmes face à son exploitation et face au déclin imminent de la biodiversité. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'informer, de vulgariser par une photographie que je considère bien sûr comme engagée, oui. Aussi quelque chose que je peux rajouter, c'est que au final, en créant des expositions justement sur ces thématiques, avec ce type d'esthétique, avec en invoquant une anticipation, un futur, l'idée c'est aussi de créer une sorte de synergie collective en montrant, par exemple, une nature résiliente qui n'a pas forcément besoin d'être humain pour se régénérer. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, porter un regard désanthropocentré où l'être humain n'est plus au centre de la biosphère, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je dirais que la photographie a un pouvoir narratif assez puissant qui permet en fait de projeter un monde des possibles. Donc voilà, moi j'utilise en fait ce médium qui est censé être un médium réaliste pour justement donner des ambiguïtés sur
le monde politique et poétique dans lequel on est et dans lequel on évolue.